carrément explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets! Dans le haut de la boîte à pain! Bon, c'est l'extra. On est avant la Coupe du Monde, quelques jours seulement. Et Frédéric Laure, en compagnie d'Olivier Brett. Et d'Alexandre Pratt aussi, qui est avec nous. Alexandre, tu continues. Pour ceux qui nous écoutent, allez écouter notre preview Coupe du Monde qu'on vient de compléter aussi. Ça va bien vous permettre d'entrer dans le tournoi cette année. Si on est rendu déjà au quart de finale puis vous poignez cette partie-là, allez-y quand même. Là, puis vous rirez peut-être de nos prédictions. Les États-Unis sont éliminés. Oui, c'est ça. Ah oui, on est rendu en quart de finale. Les États-Unis sont éliminés. Non, c'est accident de char, 16e de finale. Je te l'ai dit. Tu regarderas mon documentaire. C'est un peu dommage. La MLS comptait là-dessus justement pour que ce soit un boost, pour vraiment pousser la Ligue. À quel point cet engouement-là est lié à la sélection américaine, j'ai hâte de voir aussi dans cette Coupe du Monde. La MLS, son boost, là, elle va l'avoir quand le CF Montréal va déménager au Stade olympique à temps plein. On va jouer l'hiver. Puis là, il va y avoir des gros noms qui vont venir. Gros nom peut-être pour les autres équipes. Là. Puis là, tu vas avoir un stade plein au Stade olympique. Rêves. Ça va être extraordinaire. Don Garber l'a dit. Ça, c'est un truc. Ça a été confirmé par toi la première fois, mais je pense, puis on en a parlé ici, ça n'a pas pris la place nécessairement qu'on aurait pu anticiper que ça aurait dû. Mm-hmm. Le CF Montréal veut le stade olympique, veut l'embrasser, veut être là, veut en faire sa maison complète, là, pas seulement de 3 matchs. Il étudie cette possibilité-là. Ouais. Ce qui est très intéressant de la conférence de presse du commissaire Don Garber qui est venu la semaine dernière, à un moment donné, dans la conférence de presse, il a lâché une réponse à Jean-François Théotonio que, selon sa compréhension, c'est Parc olympique qui a approché le CF Montréal pour être le locataire principal et non l'inverse. Donc, c'est pas le CF Montréal qui aurait approché dans un premier temps Parc olympique pour devenir un locataire principal. Un locataire principal, ça vient avec plein d'avantages. C'est aussi, d'ailleurs, Don Garber en a parlé, mais c'est par exemple la cote que tu peux avoir, je sais pas, sur les concessions, peut-être sur les droits du nom du stade. Je sais pas exactement tous les détails, mais c'est sûr que tu es en meilleure position si tu joues 20 matchs par année avec, comme tous les extras, là, si tu joues 20 matchs par année au Stade olympique que si tu en joues 2 ou 3. Ça, c'est clair que tu es en position de négocier un meilleur deal pour être le locataire principal pour 20 ans, par exemple, que de dire « OK, nous, on va venir 2 fois dans l'hiver. » J'ai fait une analogie de poker, puis je veux te la relancer, parce que je veux pas nécessairement ton opinion, mais ton appréciation. Lier son futur au Stade olympique, un stade qui, depuis 30-40 ans, vivote et qui, en fait, pas vivote, mais qui a de polémiques en attente, en problème, et ainsi de suite. Est-ce que c'est risqué? Est-ce que c'est... c'est risqué, c'est mais désespéré même. Est-ce qu'il y a un plan B? La MLS, vraiment, a une très, très forte croissance. Et on le voit notamment avec les nouveaux stades qui sont construits, dans lesquels il y a énormément d'espace premium. Puis ils font des gros revenus de billetterie. Le CF Montréal, avec le Stade Saputo, est incapable de générer ce type de revenus de billetterie-là. Puis là, après ça, on se plaint que, le CF investit presque pas. Puis on a une des masses salariales parmi les plus faibles de la Ligue. Mais c'est, intrinsèquement lié aux revenus de billetterie que tu peux faire. C'est important, là, la billetterie en MLS. Ils ont besoin, le club, d'avoir plus de sièges qui vont être capables de vendre plus cher pour garder d'autres sièges à un prix raisonnable, notamment pour les abonnés de saison, par exemple, qui sont dans la zone du collectif ou les anciens 132. 132? Ouais, 1642. 1642, pardon. Donc, pour moi, c'est essentiel qu'ils réussissent à faire plus de revenus. Puis je pense vraiment qu'ils sont pris au Stade Saputo, il n'y a pas de croissance alors que le reste de la Ligue va croître. Je pense qu'ils considèrent le Stade olympique comme étant vraiment une option qui pourrait assurer la survie financière du club à long terme. Parce que c'est ce qu'on comprend. Est-ce que tu étais là à la table ronde de l'époque où M. Saputo avait parlé Non, aux je n'étais pas journalistes? chroniqueur encore. Non. À ce moment-là, il nous avait montré un plan d'une amélioration du pendant nord du Stade Saputo, là où il y a des tribunes de presse en ce moment. Puis il y avait là plus de sections VIP aussi. Ouais. Mais ce qu'on comprend, c'est que c'était une version où on n'avait pas besoin d'hiverniser le stade aussi. C'est pour ça que ça a été mis un peu aux poubelles, non, Oli? C'est ça que je comprends. Non, mais dans un premier temps, c'est parce qu'il y a eu plein de raisons de ne pas faire ces travaux-là. Plus récemment, c'est est-ce que les travaux, on veut les faire ou est-ce qu'on veut avoir une dépense là qui va nous permettre de faire plus de revenus
dans les saisons hivernales, les portions de saison hivernale qu'on va jouer au Stade Saputo, ou est-ce qu'au contraire, puis c'est ce que je te disais la semaine passée ou il y a 2 semaines, tu dis on met pas d'argent upfront, mais on coupe dans les revenus qu'on va faire parce qu'on utilise des travaux qui ont été faits au Stade olympique. Parce qu'au départ, c'était le problème des taxes qui allaient monter. Puis je pense que ça n'a jamais été compris comme il faut. Le CF Montréal ne demandait pas un congé de taxes ou une réduction de ces taxes. On demandait simplement de ne pas augmenter les taxes basées sur la valeur additionnelle que tu ajoutais à la bâtisse en faisant des travaux au Stade Saputo. C'est pour ça que c'est vraiment, vraiment complexe. Puis moi, je continue de saluer l'effort de communication du club, de Don Garber aussi, qui vient ici, puis tu le disais la semaine passée, qui parle positivement du Stade olympique. On est dans un univers parallèle. Là. On est en train de parler du Bégo comme d'un truc extraordinaire, enthousiasmant. Quand est-ce qu'on a entendu ça? C'est drôle que tu dises ça parce que moi, j'essaie de me mettre dans cet état d'esprit-là. Est-ce que c'est une nouvelle façon pour justement participer à l'ensemble nord-américain du sport, des ligues professionnelles, d'être là avec le dollar canadien? Il y a un handicap pour tous les clubs canadiens dans un ensemble où tu es dans une ligue où toutes les équipes sont américaines. Là. Il y a un méga problème. Il faut être imaginatif, il faut être créatif, puis peut-être que justement qu'un club comme ça intègre un espace public comme le Stade olympique, il y a peut-être là une idée créative, nouveau, pour, de façon solidaire, soutenir un club. Maintenant, où est-ce que je me rendais avec tout ça aussi? Pourquoi je te disais ça? Tu disais... Non, mais moi, je disais juste que ces travaux-là, à l'époque, la table ronde... oui. Non, maintenant, c'est ça. C'est l'entreprise de communication aussi. Il y a quelqu'un qui me dit, à propos de Don Garber, as-tu aimé sa conférence de presse? Parce que, oui, c'est positif, mais il me dit, ouais, c'est un peu vendeur de monorail. Une autre référence aux Simpsons, ça fait 2 dans la journée que je fais. Il y a un peu de ça aussi. Ce que je dis, c'est est-ce qu'il a raison ou pas? C'est une appréciation. Il y a une entreprise de communication à faire. Ben oui, ça fait partie de tout ça. Est-ce qu'on fait la bonne affaire en ce moment? Est-ce que c'est possible de vendre aux Québécois ou d'expliquer aux Québécois que animer le Stade olympique comme le CF Montréal veut le faire, ça serait intéressant, ça serait même gagnant pour tout le monde. C'est sûr que si tu passes de l'extérieur à l'intérieur comme fan, il y a un petit côté plate. C'est sûr qu'au mois de juillet, c'est super le fun. Contreballant de ça, en été, il y a plein de gens qui disent aussi « Ah, moi, je n'irai pas au stade en fin de semaine parce que je suis beau. » Ouais, j'étais au chalet ou Jean Chapson ou genre, je vais recevoir quelqu'un. Il y a toujours... Moi, c'est en fait ce que je reproche un petit peu là, à la fanbase de Montréal, là, à la base des partisans, il y a toujours eu des excuses historiquement pour ne pas se rendre au stade. Tu sais, là, le match est vendredi. Le vendredi, on est plus épuisé. Là, les matchs sont le samedi. Là, le samedi, il y a le chalet. Tu sais, ou il y a la météo. Là, il fait trop beau aujourd'hui. Là, il fait pas assez beau. Tu sais, il y a toujours eu quelque chose historiquement. Tu sais, c'est sûr qu'en hiver, tu as un petit peu moins de ces contraintes-là. À l'intérieur, en tout cas, la météo ne deviendra plus jamais un sujet de discussion. Puis, à plus haut niveau... Je pense qu'ils sont un peu condamnés, les deux parties, à s'entendre, Parc olympique et le CF Montréal, parce que oui, le CF Montréal, en hiver, a besoin d'une option. Je veux dire, à Montréal, il n'y en a pas d'autre que le Stade olympique, c'est impossible. Oubliez ça, l'hivernisation du Stade Saputo, ça n'arrivera pas. Donc, ils sont condamnés à aller là, mais Parc olympique aussi, ils ont besoin du CF Montréal. S'ils veulent refaire les travaux à l'intérieur, qui est vraiment le crunch présentement des négociations avec le gouvernement, des discussions, ils ont besoin d'avoir des locataires permanents. Potentiellement, il y en a 2. Il y a le CF Montréal et les Alouettes de Montréal. Je veux dire, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas de club de baseball là, qui s'en vient. Là. Je veux dire, on ne partira pas en peur. Il n'y en a pas 1000. Puis après, tu peux avoir des spectacles aussi. Mais ça te prend des locataires permanents pour être capable de convaincre le gouvernement d'investir. Donc, moi, je pense qu'ils sont un petit peu... Qu'est-ce qui accroche exactement? Parce que, excuse-moi, Olivier, mais tu sais... Il faut trouver le cash. On ne sait pas combien c'est aussi. Mais on s'en va... Non, en fait, eux, ils doivent avoir une idée. Nous, on ne sait pas c'est combien, puis ça va dépendre de l'ampleur des travaux. Mais là, il y a tout un timing où on s'en va en élection cet automne. C'est vraiment pas un raccourci vers une réélection, d'investir dans le Stade olympique. Vraiment pas. Mais, c'est ça le problème en ce moment. C'était ça le problème de la Coupe du Monde. C'est pas vendeur d'aimer le Stade olympique. Ouais, la Coupe du Monde, j'avais des bonnes sources à l'époque là, qui travaillaient sur ce dossier-là. Je pense qu'eux, ils avaient carrément peur de signer un chèque en blanc à la FIFA, puis rétrospectivement, si tu regardes tout ce qui s'est passé aux États-Unis, dans les États où ils n'ont pas lu les petits caractères, ça leur coûte cher aujourd'hui. Là, ça, c'est un autre dossier pour moi. Mais celui du Stade olympique, donc il y a l'enjeu électoral qui s'en vient, puis il faut le trouver, l'argent. C'est aussi simple que ça. Là. Si ça coûte, je sais pas, 200 ou 300 millions de dollars,
Ben, il faut que tu le trouves. Cet argent-là, il faut que tu l'empruntes probablement, sinon. Là, il y a des mécènes. Quand je parle de partenariat public-privé, là, ça, c'est un peu édulcoré. Mais monsieur Saputo avait déjà offert de l'argent à l'époque. Je ne sais pas si c'est lui ou c'est la famille, pour aider le Stade olympique. Il y a des mécènes qui avaient offert un don au Stade olympique. C'est un peu spécial, c'est-à-dire, si nous, par exemple, on déménage en appartement, puis on va en visiter, puis tu es locataire, d'habitude, c'est pas toi qui fais les gros travaux, c'est le propriétaire, puis après, il te refile la facture. Donc, j'imagine qu'on va être dans un mode comme ça, où si les gens ils vont y aller, ben ça coûtera pas 0$ louer le stade à un moment donné. Il ne faut pas que ce soit ça. Donc, est-ce qu'il va y avoir une partie de la facture qui va être refilée aux futurs locataires? Je suis pas mal convaincu. Oui, mais si on prend la même allégorie, là, si on y va, on dit on te refait ta cuisine, nous on reste là de toute façon pendant 20 ans, puis quand tu vas faire un party, Taylor Swift veut venir dans ta cuisine parce qu'elle est propre, c'est pas celle avec les coquerettes que tu avais avant. T'es locataire. Mais il faut qu'il s'attende à ça. Sinon, le stade, il faut qu'il serve. Là. Essentiellement, il faut qu'il serve. Moi, je pense que le gros cauchemar, en fait, la CAQ est dans un catch-22 présentement. C'est ou bien t'investis. Puis là, il va y avoir plein de gens qui vont être fâchés, surtout à l'extérieur de Montréal, qui ont investi dans ça. Et aussi, peut-être une génération un peu plus âgée. Parce que chez les jeunes, je suis pas sûr que c'est aussi sensible. Si on n'a pas connu, même moi, j'ai pas connu, j'ai 40... les fumeurs qui ont payé le stade. 48, là, je ne me rappelle plus mon âge exact. Mais c'est ça, j'ai pas connu les scandales de corruption puis les commissions d'enquête qui ont suivi et tout. Donc, moi, j'ai plutôt une image comme nerd par rapport au stade olympique, peut-être même un petit peu positive. Donc, mais c'est chez les gens qui ont comme 30 ans aujourd'hui ou 25 ans, et les scandales du stade, là, c'est comme les affaires de leurs parents. Fait que ça, je suis pas sûr que c'est si sensible pour les plus jeunes, mais c'est sûr que pour ceux qui ont plus de 60 ans, ça l'est. Donc, tu as le choix. Ou bien tu fais ça, ou bien de l'autre côté, tu ouvres le stade en 2028, puis en fait, tu n'es même pas sûr de l'ouvrir parce que tu n'auras peut-être rien à mettre dans le stade. Ça serait terrible. Ma compréhension, c'est qu'il n'est pas utilisable, le stade, en ce moment, de toute façon. Ben là, présentement, c'est encore la configuration baseball. Je veux dire, tu pourrais bien avoir 2 matchs des Blue Jays, là, ou les Bananas. Il n'y a pas des sections qui ont été enlevées? J'ai entendu ça aussi, mais au-delà de ça, présentement, il n'y a pas une configuration rectangulaire. Donc, tu n'as pas les sièges là, qui tomberaient, comme on voit sur les maquettes, là, les sièges qui tomberaient genre dans la première rangée ou à peu près. Le plan de Parc olympique, c'est de rapprocher de 30 mètres à peu près les sièges de l'action. Vous en avez fait des matchs là, du CF Montréal, t'étais loin, t'étais très, très loin. Là. Donc, le but, c'est vraiment de les rapprocher puis d'ajouter des sections VIP. Puis, c'est pas juste pour le CF. Je veux dire, c'est la norme. C'est la norme. Là, partout dans l'industrie du divertissement en Amérique du Nord, la norme, c'est d'avoir des sections, des tribunes VIP. Donc, c'est pas juste un caprice du CF Montréal. Puis je le rappelle, c'est Parc olympique qui souhaite aussi que le CF Montréal soit là. Moi, donc, ça joue des deux côtés. Ce que j'ai de la misère à comprendre, là, c'est trouver l'argent, je comprends. Mais je peux pas croire que quand tu as décidé de faire le toit, tu n'avais pas une sorte de plan pour ce qui s'en venait après pour l'intérieur. Après que tu ne veuilles pas dire publiquement que ces fonds-là vont être alloués au stade parce que c'est une bombe nucléaire politiquement, je peux comprendre. Mais moi, je peux pas croire qu'il n'y avait pas... le bruit de corridor qui circulait à l'époque. À l'époque, ce qui circulait, c'est que ça aurait été difficile de faire passer la pilule de travaux aux Olympiques si ça avait coûté plus qu'1 milliard. Donc, ils ont fait qu'on va faire le toit, puis ça va coûter 870. Puis là, depuis, il y a eu un autre 100 quelques millions là, pour les appareils électriques et mécaniques. Mais c'était pas un automatisme que c'était pour passer au Conseil des ministres à l'époque. Là, si ça avait coûté... si on avait dit on fait tout en même temps, ça coûte 1,6 milliard. La technique du 999 et 99. Genre. Ouais. Ben moi, c'est ce que j'ai entendu. Là. Je ne me suis pas fait confirmer, mais mes sources sont pas pires d'habitude là-dessus. Ça peut avoir expliqué pourquoi on a décidé... Ça peut expliquer en fait pourquoi ça se fait en 2 étapes, puis peut-être même éventuellement en 3 étapes. Ce qui est tout à fait logique aussi, puis ça, je le comprends. Mais la deuxième étape, ou la troisième, on y avait pensé. Là, moi, je suis convaincu que le problème, c'est que Legault est parti avant la fin de son mandat, puis il n'y a pas un monde où Fréchette veut se ramasser à tenir cette patate chaude-là en ce moment. En même temps, elle est l'ancienne PDG de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible à l'importance du stade. Puis j'ai vu l'autre jour dans un reportage à la télé, un de ses successeurs, la personne qui a ce poste-là présentement, à faire un plaidoyer pour que les travaux se fassent. Donc, j'imagine qu'elle doit aussi avoir de la pression des gens avec qui elle a déjà travaillé dans le passé. C'est pour ça que je parle d'entreprise, de communication puis d'acceptabilité sociale. Peut-être que
Mais c'est sûr qu'ils étaient... L'Est de Montréal, mais ça serait dans ma signature de courriel si je travaillais au CF Montréal. Parce Acceptable que ça fait partie... socialement. Non, mais Frédéric investir dans l'Est, investir dans l'Est, puis écoute, c'est même rendu... écoute, Benoît Dutrisac a sûrement dit les fonctionnaires se pognent le cul, puis on n'investit pas dans l'Est de Montréal. C'est un truc qui est ancré dans je veux dire, l'hubris, l'idée des gens. Mais c'est pas... La porte n'est pas fermée encore. Là, au moment où on enregistre le balado, la décision n'est pas prise. Si ça avait été le viscéral puis dire comme non, nous, on est totalement contre, le couvercle serait déjà sur la marmite. Moi, ce que j'entends depuis comme 3 semaines, c'est... Il y a des discussions qui sont là, puis on essaie peut-être de faire rentrer un carré dans un sac, mais on essaye au moins. Là, je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment la volonté de trouver une voie de passage pour être capable de faire avancer le projet. Est-ce que ça va être accepté au final? Je ne sais pas. Mais il y a une volonté quand même d'essayer de trouver. Il faut la trouver, c'est la voie de passage aussi. Juste pour finir là-dessus, puis c'est une question... justement, on roule un peu des yeux, ou du moins le commissaire roule un peu des yeux, mais c'est quoi la différence entre Montréal et Vancouver? Tu la vois, toi, dans dans ton expertise? Parce que je pense que c'est une question qui est assez légitime dans les circonstances. Ben, je pense que Vancouver a vraiment un très mauvais deal, de ce que je comprends, puis duquel, en fait, ils sont un petit peu cuits. Alors que là, Montréal, eux, ils vont négocier le deal. Là. Si Montréal déménage dans le stade olympique, c'est parce que ça va être viable pour leur plan d'affaires. Ils ne le feront pas autrement. Puis ma compréhension du dossier à Vancouver, là, que j'ai moins étudié, mais c'est qu'ils sont arrivés au bout de ce qu'ils sont capables de faire dans ce stade-là avec le contrat qu'ils ont présentement, puis que là, c'est plus viable pour le club. Mais pourquoi le stade à Vancouver est prêt à dire, ce que vous nous donnez, là, parce que c'est le même principe que ce qu'on aurait à Montréal, on va sacrifier ces revenus-là dans le futur. Parce qu'on est gourmand sur les concessions, là, je simplifie, là, mais parce qu'on est gourmand sur les concessions, on ne veut pas en faire de concessions dans notre deal avec vous, on est prêt à vous perdre. Moi, ça me rentre pas dans la tête. À moins que ça mais c'est cet équilibre-là de fonds publics. Parce que là, j'écoutais David Hurtel là-dessus qui est dansé. Ils seront plus là. Non, je sais, mais j'écoutais David Hurtel aussi. Il y a cette idée-là que les fonds publics vont servir à financer des millionnaires. Parce que demeure, si le CF Montréal entre au stade olympique, il y a une partie du stade qui va continuer, bon an, mal an, à être financée par les citoyens. Fait qu'il y a cette idée-là, il y a ce point de vue-là. Oui, mais eux, ils te donnent de l'argent, ils te font faire de l'argent. S'ils ne sont pas là, tu fais rien. En fait, tu pourrais dire qu'ils t'en perds probablement moins, mais là, ça serait des calculs qu'on... T'en perds moins? Oui, parce qu'en même temps, le stade va quand même que tu l'entretiennes dans les prochaines années. Tu as payé 1 milliard, que tu le rénoves en dedans. Mais c'est ça mon point. Si tu n'as pas ce locataire-là, toi, tu parles de Vancouver, oui. Non, de Montréal. Tu n'es pas en train de subventionner Joey Saputo. Tu es en train de dire à Joey Saputo, viens-t'en chez nous, on va faire de l'argent pendant que toi, t'en fais aussi. Ou sinon, il dit, non. On va en perdre moins de l'argent. En fait. Non, mais pour vrai, moi, je suis sûr que dans un monde idéal, pour Parc olympique, pour le ministère du Tourisme, pour tous les partis qui sont impliqués là-dedans, ça prend des locataires résidents. Là. C'est ça. Je veux dire, je suis convaincu de ça. Ils veulent pas ouvrir le stade puis dire juste on va faire 3 spectacles de tournée par année. 2 c'est pas le plan à ce moment-ci, ça c'est clair que le but c'est d'avoir des équipes. Est-ce qu'ils vont en avoir 0, 1 ou 2? Là, on est vraiment dans le crunch présentement. Rendu là, c'est ça. Puis c'est des chiffres qui deviennent complexes. Puis juste en terminant, j'étais au Stade Saputo, Irlande, Canada. T'as eu des événements au cours des dernières années là, où ton public a répondu présent. Là, on est dû de chez dû quand ça va réouvrir pour un AC Milan, pour un je sais pas qui, là, des affiches de gala. Puis le CF Montréal a tout intérêt, là, si tu es dans un vrai partnership où c'est moteur pour tes finances, puis c'est moteur pour le gouvernement, le Parc olympique aussi. Let's go, là, à chaque année. Puis là, avec ton calendrier hivernal, tu peux commencer ta saison avec des équipes qui sont en reprise en Europe aussi. Tu fais des matchs de gala. C'est ça. Parce que ça peut théoriquement devenir rentable de faire venir justement des grandes sélections européennes. Ah ouais, à terme? Ben, je dis, non, mais sur un match... Si t'as des zones, si t'as 5000 sièges VIP en partant, puis que t'es capable de même ouvrir le balcon en haut pour faire des matchs, puis tu sais, moi, j'en ai déjà vu, là, des matchs, c'était Milan, je pense, qui était venu, c'est ça, puis c'est possible là, de le faire là, quand même dans le stade olympique, mais il faut que tu génères des revenus. Alors, proche.
Oui, c'est ça. Mais tu sais, alors que 19 000 à Saputo, bonne chance pour rentrer dans Mais tu as raison, c'est parce que, ultimement, dans tout ça, je pars du présupposé que ça sera jamais rentable, le stade olympique. Puis le fait d'avoir un locataire, c'est d'être... Justement, c'est de l'animer, puis c'est justement de il y en a, là, mitiger des villes, les pertes. Il y en a des villes un petit peu plus grandes que Montréal, mais dans la ligue, mais il y en a là, des villes qui réussissent à attirer 30 000 personnes par match à un moment donné. Après ça, il y a tout un effort de marketing à faire. Puis comme je dis tantôt, à Montréal, il y a toujours comme plein d'excuses. Fait trop froid, fait trop chaud. C'est telle date, ça matin, ça l'après-midi. Mais à un moment donné, il y a une question de marketing là-dedans. Quand on a ouvert le stade olympique dans les années 70, puis dans les années qui ont suivi, les expos, c'était plein. La Manic avait des super foules. Les Alouettes avaient des super foules. Tout ce monde-là le jouait dans le stade olympique, puis il y avait des grosses foules. Je veux dire, Montréal est beaucoup plus gros aujourd'hui qu'il était dans les années 80, même depuis que les expos ont disparu. Il y a 800 000 personnes de plus dans le Montréal métropolitain. Je veux dire, à un moment donné, il y a une masse critique à les rejoindre, puis après ça, il va y avoir du marketing à faire, c'est sûr. Le meilleur marketing, la meilleure communication en sport professionnel. La victoire. La victoire. Effectivement. Avec ce gros lieu commun, Alexandre Pratt, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci. C'est un plaisir. Olivier. Salut.